Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Portrait chinois. Aujourd'hui, on parle de gastronomie chinoise à Paris. Alors, est-elle vraiment authentique? Tout simplement, est-elle bonne? Est-ce que les Français commencent à devenir experts en gastronomie chinoise? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec mes invités. Alors, tout d'abord, à ma gauche, Sophie Brissot. Alors, Sophie Brissot, vous êtes auteure, journaliste, photographe culinaire. Vous dirigez également la collection Signature aux éditions Flammarion. C'est une collection qui est consacrée aux chefs d'aujourd'hui et à leur cuisine. Mais vous êtes aussi et surtout une très grande spécialiste de la cuisine des grandes régions de Chine où vous voyagez d'ailleurs régulièrement. Bonjour Sophie. Bonjour Emmanuel. En fait, spécialiste des grandes régions de Chine, j'irai pas jusque-là parce que je connais surtout le sud. Et encore le sud-est, pas le sud-ouest, parce que c'est un territoire immense. Oui, c'est déjà très grand. Je connais très mal le nord. En fait, chaque fois que je vais en Chine, ça arrive quand même assez souvent, je suis basée à Canton. Alors justement, il y a de grosses différences effectivement entre les cuisines du nord et du sud et même bien au-delà, donc on en parlera effectivement. Alors également avec nous Wei Minglung. Alors Wei Minglung, vous dans les années 70, vous êtes né à Hong Kong, oui. Et dans les années 70, vos parents qui étaient restaurateurs à Hong Kong s'installent à Paris où ils ouvrent de nouveau un restaurant. Pas tout à fait. En fait, ils n'étaient pas du tout restaurateurs à Hong Kong. Quand beaucoup de gens sont arrivés en France, c'était un petit peu le seul boulot qu'ils pouvaient avoir facilement. Ils ont monté leur propre commerce. En fait, mon père était agent de change et ma mère était d'accord, oui, c'était très différent. À la BNP, donc rien à voir. D'accord. Et alors donc, vous êtes né en Hong Kong, mais vous avez grandi principalement en France, donc vous avez cette double culture à tous les niveaux, mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est au niveau gastronomique. Et alors après une première vie en tant que styliste de mode, vous avez été directeur de création, expert en marketing digital, et puis en 2006, vous avez créé un blog qui s'appelait Monsieur Lung, sur lequel vous parliez sans concession, hein, si mes souvenirs sont bons, des restaurants que vous aviez testés. Et puis en 2014, vous êtes passé à la vitesse supérieure en créant Origines, qui est un web magazine lifestyle et gastronomique, on peut dire. Voilà, principalement axé sur la gastronomie, toujours les vins spiritueux, également un peu d'hôtellerie. Mon but, c'était, à partir de mon blog, de l'expérience de mon blog du moins, d'élargir le champ éditorial. D'accord. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, parce que, alors, il y a 30 ans, à Paris, on trouvait pratiquement que des restaurants cantonais, et encore qui ne proposaient pas toute l'offre cantonaise, parce qu'on le verra plus tard. Il y a eu deux vagues cantonnaises. Il y a eu la vague d'abord des rôtisseries, des soupes, et des quelques plats cuisinés cantonais. Puis il y a une deuxième vague, c'était celle des dim sum, qui sont arrivés un petit peu en décalé. Et aujourd'hui, avec les vagues d'immigration successives, on peut penser qu'il y a pratiquement toutes les régions de Chine qui sont représentées à Paris en termes de gastronomie. Alors, est-ce que, déjà la question principale, est-ce que cette gastronomie chinoise à Paris, elle est bonne? Est-ce qu'elle est authentique? Sophie, peut-être? Ça dépend des restaurants, étant donné que là, et en fait, le problème est assez compliqué parce que quand vous avez un restaurant qui se réclame d'une certaine province, ça ne veut pas du tout dire que les personnes qui cuisinent ou qui tiennent ce restaurant sont originaires de cette province. Il y a cette fameuse cuisine sichuanaise qui est très à la mode en ce moment. C'est ça, il y a des modes, hein, il y a des vagues. Et c'est une mode parce qu'elle est très épicée. Ça devrait être une mode parce qu'elle est bonne. En fait, toutes les cuisines régionales chinoises sont bonnes. Mais je connais un restaurateur en Chine, à Hangzhou, qui est spécialisé dans la cuisine de Hangzhou, qui est extrêmement douce, avec des bouillons très longuement mijotés, avec des cuissons longues, très peu d'épices et d'aromates, en revanche pas mal de vin de riz, etc. Et qui me dit, mais la multiplication des restaurants du Sichuan, pas seulement en Europe, pas seulement aux États-Unis, mais en Chine aussi, c'est une solution de facilité. C'est parce que c'est beaucoup plus facile de captiver un public avec des plats épicés, pimentés, relevés, sans faire particulièrement d'efforts sur la cuisine. Il y a un côté exotique, un peu baroudeur. Oui, et puis il y a un côté aussi, toutes ces épices, ça évite de vraiment prêter beaucoup d'attention à la cuisine, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas de bon. Ce que vous voulez dire, c'est que la quantité d'épices peut éventuellement masquer une incompétence dans la cuisine chez certains cuisiniers? C'est beaucoup plus facile de faire ça avec plein d'épices
qu'avec, par exemple, une cuisine qui est à base de bouillon, de mijotage et de fond, parce que là, on ne peut pas tricher. Une cuisine plus fine. Il y a deux solutions, soit on fait cuire le bouillon pendant 4 heures, soit on met du glutamate. C'est l'un ou c'est l'autre. Donc voilà, et ça résume un petit peu la question des cuissons dans ces restaurants. D'accord. C'est une question de temps. Alors, Wei-Ming, vous êtes originaire de Hong Kong, et Hong Kong, vous y retournez régulièrement. Hong Kong, c'est un peu un centre commercial géant en matière de cuisine. Alors, avant tout cantonaise, c'est vrai qu'à Hong Kong, on trouve principalement de la cuisine cantonaise, mais on trouve effectivement une offre avec toutes les gastronomies de la Chine continentale. Est-ce que vous avez fait votre éducation gourmande à Hong Kong en allant tester un petit peu toutes les cuisines différentes qui s'offrent à vous? Pas forcément, parce qu'en fait, effectivement, Hong Kong est un hub international, mais vraiment international, pas que sur la Chine. Évidemment, c'est une ouverture sur la Chine, mais les modes culinaires à Hong Kong sont très variables, ça bouge extrêmement vite. Et par exemple, en ce moment, une des grandes modes, c'est la cuisine vietnamienne. Donc ça n'a pas grand-chose à voir avec la proximité avec la Chine, la proximité culturelle. Bien au contraire, il y a même une certaine forme de défiance, sachant que les Cantonais eux-mêmes sont très fiers de leur cuisine, qui est réputée être l'une des meilleures, etc., etc. Bon, je ne vais pas aller sur ce type de dispute. En revanche, pour ma part, je découvre plus de cuisine chinoise en ce moment en France qu'à Hong Kong, par exemple. On a quelques lieux régulièrement où on va avoir des plats du Nord, de la cuisine de Shanghai, du Wuhan, du Zhejiang, mais ça varie assez vite, puis ce sont des spots qui ne seront pas forcément les plus courus à Hong Kong. Tandis qu'à Paris, ces modes-là, reprises par aussi des nouvelles générations de jeunes Chinois qui ont envie de se lancer dans la restauration, qui ouvrent des nouvelles adresses, s'inspirant souvent effectivement du Sichuan parce que c'est plus connu, c'est plus facile à marketer, c'est plus facile à remplir. Ça masque effectivement aussi une certaine forme, pas d'incompétence, mais d'imprécision dans la cuisine grâce aux épices. Mais il y a un dynamisme que je trouve tout à fait louable, sachant qu'il n'y a pas que cette mode-là en plus. D'accord. Et comme nous le faisait deviner Sophie, en plus c'est épicé, plus ça paraît authentique et exotique, c'est ça? Voilà, et puis il y a un côté ludique. Je fais le parallèle avec par exemple la mode des fondues chinoises. Aujourd'hui, si vous allez sur rue Saint-Denis, il y a 5, 6, 7, 8 restos de fondues chinoises à la suite. Franchement, c'est pas très bon, mais c'est pas très dur à faire non plus. Vous prenez de l'eau bouillante, vous mettez quelques épices dedans, c'est vous-même comme une raclette. C'est du bouillon en poudre, on met beaucoup de piment, beaucoup de saté pour donner du goût. Le produit de base n'est pas cher, mais cela dit, ça séduit des nouveaux palais. Ça séduit aussi des gens qui n'ont pas forcément des budgets pour aller déguster la gastronomie chinoise, à fortiori voyager dans toutes les régions de Chine pour les découvrir. Donc pour moi, c'est quelque chose de positif malgré tout. D'accord. Alors aujourd'hui à Paris, donc, comme je le disais, on commence à trouver vraiment des restaurants de pratiquement toutes les provinces chinoises. Et donc on est tombé dans une tendance complètement inverse de la tendance initiale où dans un restaurant dit chinois, le chinois de quartier, on trouvait de la cuisine chinoise, thaïlandaise, vietnamienne, laotienne et pourquoi pas japonaise de temps en temps. Il y en a. Voilà, il y en a. Et alors que ce sont quand même des… Bon là on fait un peu le grand écart au niveau région culinaire. Est-ce que les Parisiens commencent à devenir justement avec cette diversification de l'offre et puis avec des manifestations comme la Chinese Food Week ou le Food Market qui consacre régulièrement sa thématique à la cuisine chinoise. Est-ce que ça permet aux Parisiens de devenir un peu plus spécialistes et d'arrêter de penser que les pâtés impériaux et les rouleaux de printemps c'est chinois alors que c'est vietnamien? Enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Le boboon et bien d'autres choses. Est-ce que le Parisien commence à devenir un peu plus expert? Ça commence à savoir, oui. Fort heureusement. Mais en fait, pendant longtemps aussi, il y avait une logique commerçante, mercantile, qui faisait que, comme c'était des restaurants, on va dire généralistes, on disait restaurants chinois. Déjà, restaurants chinois, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça n'a aucun sens. Vu le nombre de provinces, d'ethnies, de régions, donc c'était un gros mélange. On faisait. C'est comme si on parlait de restaurant européen pour un restaurant. Voilà, c'est un peu ça. Oui. Un restaurant occidental, par exemple. Oui. À la même table, vous auriez des plats grecs et des plats danois. Pour moi, c'est la même chose. Donc ça n'a pas de sens. Mais bon,
il y avait une logique qui faisait qu'on faisait ce qui pouvait plaire à certains publics, c'était les restos de quartier pour beaucoup. Les vrais restos chinois ont existé, hein. Mais donc on mettait, selon les origines en fait, du chef ou de la famille qui tenait le restaurant, on mettait chinois et vietnamien et thaïlandais. Et donc moi j'avais créé ma propre équation qui faisait qu'il fallait prendre le premier toujours. Parce qu'en fait, selon la provenance du chef… Oui, on mettait sa vraie spécialité en premier, voilà, naturellement. Puis après, il mettait les autres au cas où ça plaisait. Voilà, donc c'était une formule qui marchait assez bien jusqu'à… Et puis il y a eu la vague d'immigration Teochew, où il y avait beaucoup en fait de Teochew et de Cantonais qui avaient émigré d'abord en Asie du Sud-Est et qui sont venus après en France et qui du coup avaient plus ou moins acquis une double culture chinoise, vietnamienne. C'est un peu le cas. En fait, Sophie. oui, les trois premières vagues d'immigration chinoise en France, c'était d'abord les Wenzhou. Oui, faites-nous une chronologie, parce qu'on a l'impression que les Wenzhou, c'est une vague récente, mais non effectivement, il y a eu une vague très ancienne d'immigration Wenzhou. Je pense même que c'est la plus ancienne, c'est la première, tout simplement parce que, chose qu'on oublie beaucoup, qu'on ne sait pas, Wenzhou, la France avait une concession à Wenzhou. D'ailleurs, il faudrait se demander pourquoi les gens sont surtout venus de Wenzhou, alors qu'il y avait aussi une concession à Shanghai et qu'on n'a pas eu beaucoup de gens qui venaient de Shanghai. Mais toujours est-il que la première vague d'immigration, c'était celle de Wenzhou, qui est en fait dans le sud-est de la Chine, mais au nord du sud-est, pas très loin de Shanghai, en fait, à environ 300-400 km en dessous de Shanghai. Et ensuite, il y a eu les… Là, on est à quelle période? On est dans les années 20-30, c'est ça? Oui, début du XXe siècle, oui. Vraiment le début du XXe siècle, époque l'époque de cette concession aussi. Et ensuite, il y a eu ce qu'on a appelé la vague cantonaise, qui est en fait double, qui a été cantonais du delta de la rivière du fleuve des Perles, c'est-à-dire Canton, Hong Kong et Dongguan, et le nord-est du Guangdong, qui est la cuisine Teochew. Oui, c'est ça, le Teochew, qui est très intéressante parce que tout en faisant partie du Guangdong, c'est une culture culinaire et aussi linguistique culturelle qui est très à part et qui s'apparente plutôt à celle du Fujian qui est juste après. La langue parlée par exemple par les Teochew c'est le Min, c'est la langue du Fujian. D'accord. Et la cuisine Teochew, elle est très partagée entre la terre et la mer. Ah oui, absolument. Les protéines et le végétal. Oui, c'est une cuisine très riche et très variée, mais qu'on connaît. Alors c'est peut-être l'une de celles qu'on connaît le moins à Paris d'ailleurs. Je dirais qu'on la connaît sans la connaître. Par exemple, beaucoup de piliers, je dirais, de la cuisine chinoise de la diaspora sont Teochew, c'est-à-dire les mijotages de produits de la mer séchés, les coquilles Saint-Jacques séchées, les ormeaux séchés, les bouillons de fruits de mer, les bouillons mélangés, fruits de mer, poulet, etc. C'est d'origine Teochew. Le pho vietnamien est d'origine Teochew. Oui, c'est ça. Alors sauf qu'on met du gingembre ou du galanga. La seule différence, c'est que les gens, dans la région de Shantou, ils mettent du galanga. Du galanga, oui. Et ce qui est strictement interdit au Vietnam. Oui, ça serait sacrilège au Vietnam. À part ça, c'est la même chose. Sachant que les Vietnamiens ont une interprétation aussi française d'origine du oui, le pot-au-feu. Le pot-au-feu, oui. Mais bon, ça, c'est une légende. C'est curieux, je n'ai pas rencontré beaucoup de résistance. Parce que j'ai eu des conversations avec des Vietnamiens. Vous savez, le feu, ça vient de Chao Chou. Et au début, ils disent non, puis ensuite ils disent ah ouais, allez, ils admettent. Peut-être qu'ils préfèrent que ça vienne de Teochew plutôt que de France. C'est possible. Mais de toute façon, il y a un est-ce qu'on peut dire quand même qu'il y a un cousinage incontestable entre les soupes cantonaises et les soupes vietnamiennes? On est dans une culture du bouillon partout, de toute façon. C'est ça, oui, c'est la base. Bien entendu, ça n'a rien de vraiment exotique. C'est-à-dire l'implantation d'une soupe pho au Vietnam, que ça vienne de Teochew d'ailleurs, de toute façon, c'est pas exotique, c'est le même principe de cuisine. De même, le Vietnam qui utilise beaucoup d'herbes dans sa cuisine, de la menthe, du basilic, la menthe et le d'ailleurs, basilic… le feu, quand on le mange au nord de Canton, on ne met pas d'herbes dedans. En revanche, au Vietnam, on met du lalotte, du basilic thaï, des herbes. Mais les herbes qu'on utilise au Vietnam, on les utilise aussi beaucoup dans la région de Shantou. Alors qu'en Chine, ailleurs en Chine, on ne les utilise pas. Alors justement, on parle de soupe.
est-ce qu'on peut dire que ce sont pas la soupe, mais les soupes qui ont démocratisé un petit peu la cuisine chinoise et notamment cantonaise en France? Parce que c'est vrai qu'à une époque, les premiers restaurants, alors je dirais asiatiques parce qu'il y en avait aussi qui étaient vietnamiens, surtout autour de Maubert Mutualité, il y avait des restaurants cantonais et vietnamiens qui avaient une carte pratiquement exclusivement axée autour des soupes. Oui, non. Oui, non. Oui, parce que c'est l'un des fondamentaux, on va dire. La soupe, c'est le plat populaire par principe. Ça tient chaud, c'est roboratif. Qu'on mange à n'importe quelle heure de la journée. C'est un snack, n'importe quand. Ouais. Je me souviens des toutes premières soupes que j'ai mangées en France. Je venais d'arriver, devait être en 1977 ou 76 ou 77. C'était dans un entrepôt Cernam derrière la gare de Lyon. C'était à moitié clandestin. Franchement, c'était immonde. Même en étant enfant, je m'en souviens, ça ne ressemblait pas du tout au wonton qu'on pouvait manger. En gros, mais c'est parce qu'il n'y avait pas les ingrédients en France pour les faire bien. Donc en fait, on était pendant très longtemps dépendants de l'approvisionnement, bien entendu, en matières premières. C'est pour ça qu'autour de Maubert Mutualité, il y a eu les premiers restos cantonais parce qu'il y avait Tan Binh. Les Tan Binh, les épiceries Tan Binh. Qui étaient les premiers épiciers à importer des produits d'Asie et donc on pouvait se fournir là-bas. Mes parents, lorsqu'ils sont arrivés à Paris, je m'en souviens très bien, on allait à Londres pour se fournir. Ah oui, à ce point-là, oui, d'accord. Parce qu'à Londres, il y avait une communauté cantonaise hongkongaise très forte depuis longtemps. Donc là-bas, on se baffrait lorsqu'on allait là-bas. C'était des vacances. Mais il y avait des produits, je me souviens, on remplissait le coffre à Londres pour les rapporter à Paris. On ne les savait pas. Donc on a été dépendant de ça pendant longtemps. Donc, on a eu d'abord des mélanges. Tout à l'heure, vous parliez des cartes un peu. Il y a des nems, il y a des pâtés impériaux, il y a du riz cantonais, il y a des crevettes en beignets. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Du faux canard laqué. Mais c'est parce qu'en fait, on prenait d'abord les ingrédients qu'il y avait là et qu'est-ce qu'on pouvait faire à partir de ça. Oui, on faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. On essayait de faire quelque chose un peu Chinese compatible au niveau du goût avec les ingrédients qu'on pouvait trouver en France. Voilà. Donc le pâté impérial, par exemple, se faisait avec les mêmes pots que les nems. Alors que si elle est en Chine, ça n'a pas du tout le même aspect. Oui, c'est pas la même pâte du tout. Voilà, ça ressemble plus à une pâte à briques. C'est une pâte de blé. C'est une pâte de blé, pas une pâte de riz. Mais on les faisait à partir d'une pâte de riz parce que c'est tout ce qu'on avait en France. Donc voilà, il y a toutes ces problématiques qu'il fallait vraiment prendre en compte. Donc la première offre, on va dire, a été construite comme ça. D'accord. Alors ça, on parle effectivement de cette première vague sino-cantonaise à Paris. Mais à cette époque, il y a un mets emblématique de la cuisine cantonaise qui n'arrive pas en même temps et qui arrive beaucoup plus tard, je dirais dans les années 80, c'est le dim sum. Alors, et d'ailleurs, en France, on mange le dim sum comme une entrée, alors qu'à Canton, le dim sum, ça se mange, c'est un encas le matin ou l'après-midi ou le midi aussi. Surtout le midi et même le matin. Alors là-bas, le matin tôt, parce qu'il y a certains restaurants de dim sum réputés à Canton, qui pourtant sont des usines, c'est grand comme les Galeries Lafayette. Si vous arrivez à 10 h du matin, vous n'avez plus rien, tout est mangé. C'est vraiment c'est aussi une cuisine de 6 h, 7 h du matin. En général, les petits vieux, ils prennent leur dim sum à cette heure-ci. Mais pour en revenir aux Français, eux, ils mangent les dim sum n'importe comment. J'insiste beaucoup sur le n'importe comment parce qu'on a vu depuis une dizaine d'années des enseignes modeuses de dim sum, basse calorie, etc., rouge, jaune, vert. Oui, il y a les Yum Dim Sum, entre autres, et quelques autres. Et c'est pour ça, alors ça, je dirais que c'est du dim sum hors sol, c'est complètement décontextualisé. Oui, c'est du créatif, c'est pas de l'authentique. Et le dim sum en France, à Paris, vous avez raison, c'est plutôt je dirais fin années 70, parce qu'il y avait quand même à cette époque-là de très bons restaurants de dim sum à Paris qui ont disparu. Oui, alors il y en avait un effectivement, donc près de Notre-Dame, on en parlait en préparant l'émission, c'était l'Escale de Canton qui était, à ma connaissance, vraiment le premier, où en tous les cas j'ai vu des dim sum à Paris, et c'était à la fin des années 70. Et c'est vrai que c'était quelque chose
vraiment nouveau. Alors, est-ce que le dim sum arrive plus tard, justement parce qu'il y avait des soucis pour avoir certains des ingrédients qui, comme le disait Wei-Ming, pour préparer les dim sum, ou est-ce que c'est culturel, c'est pas venu tout de suite parce que c'était considéré c'était pas considéré comme un plat de restaurant, mais plus un plat de snack ou pour le petit déjeuner? Ça, je ne sais pas. Peut-être que Wei-Ming en saura plus, mais il faut quand même se souvenir que ce sont des restaurants qui n'étaient pas des restaurants de dim sum, mais des restaurants avec une carte cantonaise générale qui proposaient aussi des dim sum. Alors après, le contexte, ce qu'il y a derrière ça, je ne sais pas trop, mais je sais seulement qu'à partir du moment où le dim sum est arrivé à Paris à travers quelques adresses, dont celui que vous avez cité, et je parlais aussi du Valet des Bambous qui se trouvait rue Gay-Lussac et qui était juste formidable. à côté, oui. Je pense le bruit s'est répandu très vite. Il y avait cette forme de restauration en petits plats, en petites bouchées qui était arrivée, et je pense que les Parisiens ont très vite adoré ça. Oui, alors ça, après, il y a eu effectivement la vogue des usines, des restaurants-usines, on va dire. Il y a eu le New La Ville, oui, je l'avais oublié, il y a eu le Sinostar, oui, qui étaient des très grands restaurants, qui d'ailleurs étaient... On y mangeait plutôt mal. bien, c'était pas mal. Hein. Pas mal et là, on avait le vrai cérémonial des dim sum avec les chariots. Avec les chariots. Et puis on attrapait ces petits paniers de bambou voilà, au vol. Donc là, c'est vraiment, là, on est vraiment dans la culture cantonaise, hongkongaise. Hein, Moi, je suis assez persuadé que c'est a posteriori. Hein. Après tout, ce n'est qu'une interprétation personnelle. Mais a posteriori, lorsque je vois l'histoire des dim sum à Paris, je me dis qu'effectivement, il y a un vrai problème d'approvisionnement pour certains mets, parce qu'il y avait des goûts, des saveurs que je n'ai mis que j'ai vraiment des années et des années à les retrouver. Et l'exemple le plus éloquent pour moi, il est beaucoup plus récent, c'est le Shang Palace au Shangri-La. Lorsque je suis entré à l'ouverture du Shang Palace au Shangri-La, donc c'est en 2010, il me semble, 2010 ou 2011. Oui. C'est la première fois où j'ai retrouvé les odeurs, ne serait-ce que les odeurs de Hong Kong, d'un vrai, ce qu'on appelle salon de thé, où on mange des dim sum à Paris. Ouais, les dim sum sont effectivement au Shang Sachant Palace, au Shang fait Palace, maison. tout Oui. vient de la région là-bas. La farine, les crevettes, tout. Ils ont fait venir un maximum de marchandises là-bas. Et c'est la première fois que j'ai retrouvé vraiment les saveurs authentiques. Bon, que ce soit authentique ou pas, après tout, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que ce soit bon. Alors que ce soit hors sol, créateur, designer, si c'est bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai que si on cherche l'authenticité, d'où ça vient, pour moi, il y a eu... on va dire un ersatz pendant très longtemps, et puis une espèce d'industrialisation à outrance dans les années 80-90 via les traiteurs, via les choses qui sont absolument pas bonnes à manger et pas saines, même ce qu'on retrouvait dans les supermarchés après. Les surgelés aussi, surgelés, parce qu'il y a eu, on a été bombardé, inondé de bouchées à la vapeur surgelées, et beaucoup d'officines se sont reposées là-dessus. Oui, alors justement, est-ce que les traiteurs chinois ou asiatiques ont fait un petit peu de mal à la réputation de la vraie cuisine chinoise? C'est pas un peu de mal. Ils ont, dans les années 80, la cuisine chinoise avait encore une bonne réputation. C'était des vrais restaurants. Cette mode a fait que il y a eu une espèce d'appât du gain aussi, je pense, qu'il y a une certaine facilité à ouvrir ces restaurants et de les faire fonctionner très vite. La rentabilité, il y avait vraiment tout un système en place, une filière même, oui, peu de personnel, d'immigration qui faisait qu'on faisait venir les gens, ils s'installaient, ils ouvraient, ils mettaient 2 ans, ils remboursaient leur emprunt, ils allaient ailleurs, vous en ouvrez un autre, etc. etc. Donc c'était une chaîne économique qui était très au point, mais bien plus au point, on va dire, que la gastronomie, qui, elle, en pâtissait, vu qu'on fonctionnait sur de l'échelle. Oui, ça a rendu beaucoup de services au niveau social pour les communautés chinoises, mais ça a rendu un petit peu moins service à l'image et à la qualité de la gastronomie chinoise. Mon point de vue personnel, c'est que le traiteur a totalement détruit la réputation de la cuisine chinoise en France. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on n'en est plus que dans des ventes à emporter, manger des plats au micro-ondes, préparés par des usines à vapeur, à ravioli.
franchement, le sourcing était plus que douteux. Il y a eu des reportages là-dessus qui ont fait beaucoup de mal aussi à la réputation de ces restaurants-là. Oui, qui ont montré la face cachée un petit peu Voilà. de certains traiteurs, parce qu'on ne peut pas effectivement généraliser, mais c'est vrai qu'un grand nombre de traiteurs, bon, déjà au niveau de l'authenticité, quoi, de proposer du chinois, du vietnamien, des sushis, des makis. Bon, là, on est déjà, comme je le disais tout à l'heure, on fait un grand écart géographique au niveau de la gastronomie. Puis au niveau du goût, c'était très inférieur. C'était des plats qui sont tous dans de la colle, des dim sum qui se dessèchent des bouchées vapeur qui se dessèchent dans un coin et il faut les réchauffer au micro-ondes. Ça n'a plus rien d'humain. C'est pas bon. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, justement maintenant avec l'éducation qu'ont eu les Français, avec tous ces nouveaux restaurants de régions diverses qui a permis de les rendre un peu plus experts, est-ce que maintenant il y a un niveau d'exigence plus élevé au niveau de la clientèle française? Ce n'est que le début. Ça n'est que le début. Oui, ça ne fait que commencer. Ces restos dont on parle, du Sichuan, du Xi'an, que j'aime bien pour ma part, parce que c'est une vraie alternative, ils sont très parisiens, localisés sur certaines rues, avec une clientèle qui est soit étudiante, soit très jeune. C'est un peu des restos hipsters, on va dire. Oui, c'est un peu bobo, c'est un peu… mais le grand public n'est absolument pas accès parce qu'on n'en parle absolument pas. La réputation de la cuisine chinoise est telle encore aujourd'hui que on subit encore les après-coups, c'est-à-dire 15 ans après. Donc il y a eu le décollage des faux sushis. Par les Chinois, parce qu'il fallait bien qu'ils développent autre chose, vu que la cuisine chinoise a la plus bonne réputation grâce à eux. Oui, c'est vrai que… Bon, donc, il y a les faux sushis, et puis il y a eu la mode, on va dire, depuis 15-20 ans de la cuisine japonaise, qui, au contrario, est très préoccupée par le produit, par sa qualité, qui est beaucoup plus précise, de réputation du moins, et puis même la vraie gastronomie japonaise l'est. Et puis pour être maître sushi, il y a 10 ans d'apprentissage, alors qu'aujourd'hui, n'importe qui ouvre un restaurant dit asiatique et fait des sushis. Ouais. Quand ils ne les achètent pas tout fait. Oui, voilà. Et puis, la cuisine japonaise a toujours été très franco-compatible d'un point de vue palais. On a vu l'influence que la cuisine japonaise a eue sur les grands chefs étoilés en France, que ce soit un Bocuse Ducasse, un Robuchon, ils ont tous été extrêmement marqués par la cuisine japonaise. Quand on voit la densité de personnel japonais dans une cuisine, dans une brigade française, on comprend la compatibilité. Donc aujourd'hui, il y a un vrai territoire à reconquérir par la cuisine chinoise. Ça passera peut-être par ces petites échoppes qui sont beaucoup plus modestes aujourd'hui, mais c'est bien. Plus spécialistes. Ouais. Mais moi j'aime bien ce côté Rocky, Retour à la rue, l'œil du tigre. Boui-boui, sans être péjoratif, le petit boui-boui où on a revient aux fondamentaux, c'est une cuisine cuisine populaire qui est ouverte, qui est simple et qui est abordable aussi. Alors justement, pendant très longtemps, c'est intéressant ce que vous dites, Wei Ming, parce que pendant très longtemps, on a associé les restaurants chinois, là sans rentrer dans le détail pékinois, cantonais, etc., mais on associait souvent les restaurants chinois à des restaurants bon marché, ce qui empêchait évidemment les restaurateurs d'accorder tout le soin qu'ils auraient voulu peut-être à la qualité des matières premières. Aujourd'hui, les gens sont prêts à payer plus cher pour un restaurant chinois de qualité. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose vraiment de… Ça dépend du lieu, parce que depuis les années 50, 60, il existe une restauration chinoise, alors sino-vietnamienne en général, mais c'est des restaurants qui affichaient chinois-vietnamien, chinois d'abord selon ton axiome, et qui se trouvaient plutôt dans le 16e arrondissement, dans le 7e, dans le 8e arrondissement, et que j'appelle les cantonais chics. Et ces restaurants ont toujours été… Il y en a aussi dans le centre de Paris qu'on peut citer, qui existe toujours comme chez Vong. Voilà. Ces restaurants-là ont toujours été chers, et les Parisiens qui y vont, qui y allaient, parce que beaucoup de ces restaurants existent encore, ne voient aucun inconvénient à payer assez cher un repas chinois. Parce qu'ils savent, oui, ils en ont pour leur argent, ils savent que c'est des bons produits, ils savent qu'il y a un soin apporté à la cuisine, et finalement… chez Vong, les volailles sont de Bresse. Voilà, ils admettent tout à fait ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi, je dirais, un certain savoir-faire populaire parmi les cuisiniers chinois, d'où qu'ils viennent,
qui permet quand même de faire des choses très intéressantes avec des produits qui ne sont pas tout à fait top. Et ça, c'est un art chinois qu'on avait autrefois, mais qu'on a un peu perdu. La marinade déjà beaucoup, qui permet de donner beaucoup de goût à des bas morceaux. Je prends un exemple intéressant que je pratique beaucoup. Si je prends un poulet, si je veux un poulet extraordinaire, je vais m'acheter un poulet Miéral ou je vais au Coq Saint-Honoré, je claque une fortune et j'ai un très 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 bon poulet. Mais je peux aussi acheter un poulet, alors pas mauvais, mais un petit peu inférieur. Je peux aller faire mi-entrée de gamme, on va dire. Voilà, ouais. même pas, non. Moi, je dirais milieu de gamme, un poulet jaune des Landes, un bon par exemple. Et il existe une technique chinoise qui permet de faire exploser la saveur de ce poulet, et qui est en fait la cuisson à chaleur descendante. On prend une grosse cocotte d'eau, on fait bouillir l'eau, eau salée, aromatisée, on peut mettre du gingembre, on peut mettre ce qu'on veut, on met le poulet dedans, on fait bouillir à gros bouillon 5 minutes. Donc là, il est poché le poulet, non? Alors oui, c'est ça, il est poché, exactement, c'est du pochage à chaleur descendante. On laisse l'ébullition 4 minutes à couvert, on retire du feu, on met une grosse couverture dessus et on attend que le bouillon devienne tiède. Et là, on a quelque chose de phénoménal. Alors, c'est même pas la peine de le faire avec un poulet de Bresse. D'accord, oui, ça vaut pas le coup. Voilà. Alors, ça c'est une technique de cuisson pour les volailles qui vient de quelle région? C'est chinois, je pense que c'est Chine du Sud-Est. Chine du Sud-Est, c'est cantonais, ça se fait aussi, je crois, dans le Zhejiang, mais je crois que c'est surtout, oui, c'est ça, Zhejiang, mais c'est surtout cantonais. Et à la base, c'est la technique du poulet de Hainan. Oui, qui est une merveille. Oui. Si tu ne connais pas, il faut absolument goûter. Non, c'est le poulet de Hainan, je connais effectivement, c'est très bon. Mais alors, justement, on parlait donc de la réputation, enfin de l'image qu'on avait des restaurants chinois qui étaient en général des restaurants bon marché. Et effectivement, c'est un petit peu en train de changer. Mais est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi au niveau des guides de restaurants? Parce que quand on va à l'étranger, moi quand je vais à l'étranger, j'adore rentrer dans les librairies et feuilleter les guides de restaurants locaux, dont le Michelin qui existe dans d'autres pays du monde, pas qu'en France. Et on s'aperçoit que, y compris le Michelin, à l'étranger, on fait la part belle à beaucoup de restaurants étrangers, et notamment des restaurants des grandes régions chinoises, ce qui n'est pas le cas en France. En France, des restaurants chinois étoilés, il n'y en a pratiquement pas. Oui. On parlait de Vong tout à l'heure. Vong a des prix d'étoilés, les gens payent un prix d'étoilé, mais Vong n'a pas d'étoile. Il y a Chen, Soleil d'Est, dans le 15e, qui a une étoile. Oui. Ça dépend des guides aussi, je dirais, parce que je pense au Lebet, par exemple. Je crois que j'y ai travaillé il y a longtemps. À l'époque où j'y travaillais, on ne faisait pas de préférence particulière. On n'avait pas de préférence pour les restaurants français. On faisait aussi les Chinois, pas forcément des Chinois chers. Je pense qu'il y a un vrai snobisme du Michelin par rapport à une chinoise, du moins en Oui, France. on a l'impression. Oui. Ouais. Je ne sais pas qu'une impression, c'est statistique. Au bout d'un moment, vous savez, quand on dit qu'il y a un snobisme anti-français au niveau du 50 Best, c'est statistique. Là, je vous montre un tableau avec tous les 3 premiers depuis 20 ans. Oui, là, c'est des maths. C'est des maths. Il n'y a jamais eu de français et le meilleur est arrivé 3e. À chaque fois, il faudrait que c'était Gagnère ou Cola-Greco. Voilà. C'était soit Gagnère, soit Cola-Greco, c'est tout. Le Michelin en France ignore totalement cette cuisine. Alors peut-être que… sauf quand elle est dans les palaces. Alors s'il s'agit du Peninsula ou du Shang Palace dont vous parliez tout à l'heure, qui en l'occurrence sont des très bons restaurants plutôt cantonais, je dirais. Voilà, il y a le service qu'il y a avec, mais il y a une question humaine avant tout. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur toute la marque du Michelin d'un coup. Il y a une question d'inspecteur. Qui va inspecter ces restaurants? Donc une question de formation du palais. C'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que les inspecteurs du Michelin ne sont pas suffisamment compétents en cuisine chinoise, même étrangère d'une manière générale, pour pouvoir juger? Parce que c'est vrai que le profil type de l'inspecteur Michelin, on sait que c'est quelqu'un qui a eu une carrière dans l'hôtellerie et généralement française de prestige. Donc est-ce qu'il n'y a pas un déficit de compétences
dans un guide comme le Michelin pour justement pouvoir apprécier les cuisines chinoises, Sophie? Pour ce qui est de l'Europe et de la France, je ne saurais pas me prononcer, bien qu'il y ait le phénomène que vous avez décrit, mais il y a quand même eu l'histoire amusante du Michelin Hong Kong. Oui, la première année du Michelin Hong Kong, toute la population hongkongaise qui aime manger, et ça fait du monde, était pliée de rire quand ils ont vu le choix. C'était Hong Kong et Macao d'ailleurs. C'est ça, oui, Hong Kong et Macao, oui, et l'impression générale était que les inspecteurs du Michelin étaient allés n'importe où. Avaient loupé les meilleures adresses et avaient plaqué un jugement très peu informé, pensait-il, sur l'ensemble de la gastronomie. C'était un guide de touristes, mais au mauvais sens du terme. Voilà, c'est-à-dire qu'on a laissé tomber des institutions, mais vraiment qui étaient des institutions de bouche à oreille qui vraiment sur des plats précis, parce qu'en fait, bien avant l'Europe, l'Asie était très portée déjà sur, pas le monoproduit, mais le plat star, le plat signature. Il y a un mercato des chefs qui est dingue, juste pour un poulet, pour un bouillon, pour une forme de nouilles. Et donc, en fait, ils allaient, un peu comme on fait en France, on allait à une adresse. Donc, on se rendait... Il y avait une espèce d'incohérence ou alors de cécité par rapport à la réalité du marché, de comment fonctionnait la restauration dans le pays, enfin du moins à Macao et à Hong Kong, pour pouvoir juger. Comment peut-on juger un système qu'on ne connaît pas? Donc oui, c'est une vraie question. Il y a la vraie question de la compétence et de la connaissance de la cuisine chinoise pour pouvoir justement en faire la promotion à sa juste valeur. Alors, il y a peut-être une exception. Bon, c'est un guide qui a aussi ses défauts comme tous les guides, hein, mais il y a le Goemio qui, là, de plus en plus, s'est ouvert un petit peu aux cuisines du monde. Est-ce qu'on peut dire que le Goemio aujourd'hui, c'est le guide qui est peut-être le plus à la pointe en matière de gastronomie chinoise? Le Goemio, en fait, c'est un guide c'est une institution, comme le Michelin. Je pense que tous les guides cherchent à évoluer d'une façon ou d'une autre. Alors pour ce qui est du Goemio en particulier, je ne l'ai malheureusement pas étudié dernièrement, mais je crois qu'il y a quand même des soubresauts, il y a des remous au sein du Goemio. On essaie vraiment de se mettre à la page. Alors oui, ça ne m'étonnerait pas. Qu'est-ce que tu en penses, Goemio? Je ne suis peut-être pas plus au point que toi sur Goemio. Il y a une chose que je sais, c'est qu'il y a une reprise de main qui a été très forte par Comme de Cherizet, oui, voilà. Tout à fait. Et avec une nouvelle impulsion, parce que franchement, Goemio, plus personne ne lisait ce truc-là. Oui, il a fait renaître Goemio de ses cendres. Voilà, avec une nouvelle politique. Donc les résultats ne sont pas encore là, je pense. Est-ce que la cuisine chinoise y figurera? J'espère. En attendant, je n'en sais pas plus que ça. C'est vrai qu'elle y figure, de ce que j'ai constaté, elle y figure de plus en plus et avec effectivement des adresses assez pointues. Alors, ce qui n'est pas le cas, par exemple, alors là, on va revenir indirectement au Michelin, ce qui n'est pas le cas, par exemple, du fooding, qui lui aime beaucoup les adresses un peu branchées, c'est-à-dire sino-compatibles. Branchées, parisiennes, mais il faut que ce soit compatible avec le palais d'un barbu, quoi. En gros, voilà, c'est ça, oui. Oui, le fooding, c'est une toute autre grille de lecture. C'est extrêmement segmentant. Oui, c'est très segmentant. Et ouais, il n'y a pas de... la prescription du fooding, en plus sans compter le rachat par le Michelin, qui a voulu s'approprier, intégrer... Faire un peu de jeunisme, au travers de ce rachat. Franchement, je ne lirai jamais le fooding pour trouver une adresse chinoise à Paris. Ah non, c'est une hors de question. On a une appli qui est très bien. Donc, je crois que c'est le domaine dans lequel ils s'illustrent le moins. Voilà. Carrément. Les cuisines étrangères en général, d'ailleurs, pas seulement chinoises. C'est vrai qu'ils peuvent tomber juste pour des adresses bistronomiques. Oui. Ça, ils ont les critères, c'est leur oui. essence. Mais sur les cuisines chinoises, asiatiques, il faut aller voir ailleurs. Oui, en général, ce sont plutôt des
comment dire, des concepts marketing autour de la cuisine chinoise ou asiatique que des vrais restaurants chinois. Disons que s'il y a de la musique à fond les gamelles et que ça, et que c'est un peu bling bling, que ce soit bling bling, que ça soit blindé, et branché, et ça, alors là du coup oui, ce sont les critères qui retiennent. Après, je dirais la prise en considération des cuisines, de la cuisine elle-même et même de la finesse de cette cuisine, là, c'est pas du tout leur problème. Bon, donc il reste encore beaucoup de travail avant que dans les guides français, on puisse trouver des petites adresses chinoises de street food à 7 ou 8 $, comme c'est déjà le cas à l'étranger. Il en reste, oui, bien sûr. Il faudrait une vraie politique déjà de la part de ces guides. Pour moi, qui écrit sa gastronomie comme Sophie, on a conscience de l'importance de la prescription, je pense, parce qu'on est là pour prédiger, pré-mâcher une offre qui est pléthorique, et il suffit pour ces cuisiniers qu'il y ait une mauvaise expérience pour que ce soit rédhibitoire pendant 10 ans. Moi, je vais dans un resto d'une cuisine que je ne connais pas, je ressors malade, et ben, pendant 10 ans, je ne vais pas y aller, ce qui est normal, c'est une réaction qui est humaine. On a tellement de choix aujourd'hui, on a 12 000 restaurants, je crois, à Paris. Donc la prescription est quelque chose d'essentiel. Et pour l'instant, à ce que je sache, il n'y a pas un seul guide majeur. Par majeur, j'entends des guides qu'on lit, hein. Donc ça va tourner autour du Michelin, du Goemio et peut-être du fooding autour de Paris et de la France. Les autres sont totalement mineurs où il n'y a personne qui ait cette compétence, à mon sens. Il n'y a pas d'intégration de ce palais-là et de ce goût-là. Alors il y a peut-être justement une autoroute à exploiter en matière d'information sur la cuisine je pense, chinoise. C'est vrai. Et puis Wai Ming disait tout à l'heure en réponse à la question, est-ce que justement le goût des Parisiens, des Français est en train d'évoluer par rapport à la cuisine chinoise, on est au début, on est au tout début. C'est un peu normal aussi que les guides soient au tout début. Oui. En fait, le guide vient avec la demande. S'il y a plus en plus de gens qui ont cette demande-là, cette envie, cette appétence pour la cuisine chinoise, eh bien, les guides s'y mettront. Il y a une question de marché, clairement. Je parlais d'applications. Moi, j'utilise New Savor, comme beaucoup de Chinois. Ben, je m'en sers très souvent. Même si la plupart des avis sont écrits en chinois, et ben, je me débrouille pour traduire. Voilà, oui. Voilà. Alors, est-ce que dans cette application, il y a beaucoup de bonnes adresses parisiennes ou... Oui, il y en a pas mal. Oui, ça commence un petit peu. Et puis surtout, il y a la spécialité. Il y a, par exemple, on peut chercher cuisine AK. Et il y a quelques adresses AK qui vont ressortir. Après, la qualité ne dépend pas du guide. Hein, bien sûr, mais déjà, on peut trouver des petites pépites quand même, malgré tout. Oui. Des choses précises. Donc ça, c'est un bon baromètre du dynamisme de ces cuisines-là. C'est ça que je trouve intéressant. D'accord. Alors, donc, pénurie de bonnes adresses dans les guides, hormis peut-être le Goemio qui fait un petit travail là-dessus. Des applications, mais pas encore françaises, qui commencent… Il y a des petites étoiles. Oui, voilà. Et les adresses en français, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Donc on est, comme vous disiez Sophie, on est un petit peu au début, il y a un frémissement positif, mais on est quand même encore loin de ce qu'il faudrait pour pouvoir vraiment servir la gastronomie chinoise à la hauteur de ce qu'elle vaut, parce que c'est quand même une des plus grandes cuisines du monde. Pardon. Non, mais je t'en prie. On est loin, on est encore loin parce que il n'y a pas pour le moment, même si on parle de street food tout le temps, partout, si on baigne dans l'idée de street food, ben, il n'y en a pas encore vraiment en France. Quand on sait ce que peut être la street food, déjà en Asie c'est une chose, mais même à Londres par exemple. En France, les normes HACCP qu'on impose aux restaurateurs font que de toute façon en France, voilà, la street food comme on la trouve à l'autre bout de la planète, elle est déjà… légalement impossible. À ma connaissance, un des seuls. Si on me demande où y a-t-il de la street food à Paris, je pense au marché des Enfants Rouges et après ça, pas grand-chose. Oui, il y a un projet là en cours quand même. Ah oui, écoute, alors faut un scoop de Wai Ming Lung peut-être Non, je ne me souviens plus de l'adresse exacte, mais j'ai un gros projet en cours de food court. En fait, la solution pour pallier à l'absence de street food, c'est le food court. Oui, c'est ça. C'est de la sédentariser, quoi, un petit voilà. peu. Oui. Le meilleur exemple, plus dur en législation que la France et à Singapour, et là-bas, les food courts, il n'y a que ça. Oui. Donc,
Non, en Hollande aussi d'ailleurs, qui est un pays assez libéral, mais qui a une politique d'hygiène alimentaire très dure. Effectivement, il y a des grands food courts à Amsterdam notamment. Et je me demande si c'est pas d'une certaine façon sous influence indonésienne, étant donné que... Oui, qui est un peu le paradis de la street food là-bas. Voilà, la cuisine indonésienne étant très bien représentée en Hollande et à Amsterdam, et peut-être justement que ça facilite l'idée du street food, de la street food et du food court. Et en France, à Paris, on n'est pas encore... bon, ça va venir. Hein, pour répondre à ta question parce qu'il y a un problème de rayonnement, en gros. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus? À l'ère, aujourd'hui, en 2018, on est à l'ère de l'incarnation et du chef star. Aujourd'hui, tu parlais de Vong, avec qui je travaille en ce moment. Mais il a 40 ans de cuisine, c'est quelqu'un qui ne communique pas, il parle à peine français, même s'il est en France depuis 50 ans. C'est un type charmant. C'est un homme adorable, Vai Quan Vong, c'est quelqu'un de très sympathique. Je le côtoie au quotidien en ce moment et c'est un type charmant, mais il ne va pas aller faire Top Chef, lui. Donc aujourd'hui, en fait, on n'a pas d'incarnation, on n'a pas quelqu'un qui va être dans un restaurant, qui va jouer le rôle. On est toujours dans... Là, il faudrait le tatouer déjà. Voilà, on revient à nos problèmes sociétaux d'asiatiques, où on est un peu trop discret, où les gens ne sont pas encore à l'ère de c'est une force et une qualité qui, dans certains domaines, peut être pénalisante, notamment en termes de gastronomie. Aujourd'hui, les chefs incarnent des valeurs, un style de vie, incarnent beaucoup plus qu'ils n'incarnaient il y a 15 ans. Ou il y a 20 ans, lorsque la cuisine chinoise voulait encore dire quelque chose. Donc on n'a pas encore ce type de personnalité, un type qui va arriver avec un look. Même un type comme Tommy Gousset, s'il avait fait de la cuisine chinoise, il aurait pu incarner quelque chose. C'est vrai. Mais bon, il est cambodgien, il fait de la cuisine française, pas de bol. Mais voilà, je donne quelques exemples comme ça pour peut-être tracer des pistes, pour dire voilà, si demain... Il y a un chef d'un restaurant donné à Paris qui commence à marcher, il y a tout un territoire à occuper qui ne l'est pas aujourd'hui. Et à partir de là, peut-être que les guides et les médias s'intéresseront davantage à la cuisine chinoise de nouveau. Alors, cette absence de chef star en France, c'est pas parce que c'est contraire à la culture chinoise, c'est parce qu'en Chine, il y a des chefs stars. Bien sûr. Notamment, vous parliez tout à l'heure du Shang Palace, Samuel Lee, qui est le chef du Shang Palace. En Chine, c'est un chef star. Il était chef du Shangri-La Wenzhou, je crois, avant de venir en France. Et lui, là-bas, effectivement, c'est un chef star. Alors, pourquoi cette possibilité d'être un chef star en Chine, qui est un pays beaucoup plus vaste que la France, pourquoi est-ce qu'arriver en France, ça ne se produit pas pour des chefs chinois? C'est la barrière de la langue, la barrière de la culture, la timidité. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas eu de canalisation entre le phénomène du chef star occidental et le phénomène du chef star en Chine. Ça fonctionne pas selon les mêmes règles. Oui, les critères ne sont pas les mêmes. Sont pas les mêmes. Le jour où un chef chinois en France, comme je disais tout à l'heure, va se tatouer un peu les bras, va faire un peu de cinéma, va avoir les attachés de presse qu'il faudra, le fooding va se précipiter. Pas seulement le fooding, mais aussi les autres ensuite. Et est-ce que là, on n'a pas le risque justement que ce chef qui fait de la cuisine bonne et authentique, perdre un petit peu justement comment dire, sacrifier un peu son talent et la qualité de sa cuisine à l'emballage. Ça, c'est à lui de voir s'il est capable de concilier les deux. De combiner les deux, oui. On a des chefs qui sont très tatoués, très barbus, qui sont très talentueux en France et qui continuent à faire la bonne cuisine. Oui, je ne vois pas pourquoi un Chinois n'arrive pas à faire pareil. Peut-être que ce sera autre chose qu'un tatouage, j'en sais rien. Mais toujours est-il que c'est vrai que quelqu'un comme Samuel Lee n'occupe pas sa place dans les médias comme il pourrait le faire. Mais c'est aussi une politique de communication du Shangri-La, peut-être. On n'est pas. Oui, parce que c'est vrai que le Shangri-La n'a pas eu cette politique-là que pour son chef chinois. Alors, en bon Parisien que nous sommes, nous avons principalement parlé des manquements et des dysfonctionnements, mais quand même, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on mange bien chinois à Paris? Est-ce qu'il y a un panel d'adresses suffisamment large pour pouvoir se faire plaisir et de façon variée avec les gastronomies chinoises? Parce que je le rappelle, il n'y a pas une cuisine chinoise, mais des cuisines chinoises. Hein.
On parle de 8 régions, 8 régions gastronomiques chinoises qu'on regroupe souvent d'ailleurs en 4 principales. Est-ce qu'on peut se faire plaisir en mangeant des cuisines chinoises à Paris aujourd'hui? Je pense que oui, à ceci près que j'ai un petit peu perdu pied ces dernières années, parce que certaines adresses que j'aimais beaucoup ont disparu, que je n'ai pas encore eu l'occasion d'en trouver d'autres. En général, quand j'ai envie d'un bon repas chinois, je vais au Tricotin, avenue de Choisy. Qui est une cantine, ni plus ni moins, c'est ça? Qui est une cantine cambodgienne, mais avec une famille d'origine cantonaise, qui fait d'excellents dim sum. Et ça, c'est la première vague d'immigration Teochew. Exactement. Et j'aime bien aussi Fleur de Mai, également avenue de Choisy. Et pour le moment, j'ai pas vraiment eu envie de chercher ailleurs. J'aime bien, comme je vous parlais tout à l'heure, des restaurants chinois un peu chics, sino-vietnamiens un peu chics, des beaux quartiers. J'habite pas les beaux quartiers, j'y vais rarement, mais ces restaurants, je les aime bien. D'accord, oui. Bah, comme Vong, puisque c'est un des derniers survivants de cette… voilà, bon, il y a aussi, mais là qui est plus vietnamien, il y a Tan Dinh, le restaurant des frères Vifian. Tout à fait. Et surtout une belle cave. Qui a une très belle cave, je crois la plus belle cave de Bordeaux de Paris, y compris devant les restaurants 3 étoiles de Paris. Les frères Vifian sont des grands férus de vin et surtout de Bordeaux. C'est vrai que… Et puis il y a d'autres adresses que j'aime beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, mais en fait je pourrais répondre que j'ai besoin d'explorer, de réexplorer davantage. Parce qu'il y en a tout le temps de nouveaux qui ouvrent, il y a la situation, le paysage change tous les 6 mois, donc il faut faire l'effort de se tenir au courant régulièrement. Alors ça va peut-être vous faire naître l'envie l'un et l'autre de, pourquoi pas, faire le premier guide de la cuisine chinoise authentique et bonne à Paris. Il y a un vrai manque dans le domaine. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que quelqu'un s'y s'est essayé? Grassly qui a ouvert quelque chose, qui avait écrit quelque chose. Bon, c'est très confidentiel évidemment, parce qu'il n'y avait pas de journaliste ni journaliste gastronomique, enfin ni critique gastronomique, pardon. Mais moi, je n'ai pas le même avis que Sophie. Je suis beaucoup plus tranché là-dessus, je pense. Moi, je trouve très rarement satisfaction quant à la cuisine chinoise à Paris. Bon, le fait comme toi aussi de voyager régulièrement. On se rejoint quand même un peu. Alors, je peux avoir une explication, c'est que vous avez une maman d'origine de Hong Kong qui forcément fait mieux la cuisine que n'importe quel cuisinier dans n'importe quel restaurant. C'est papa qui cuisinait à la maison. Dans ma famille, il n'y a que les hommes qui cuisinent, c'est un principe. Donc, comme dans les vraies familles de restaurateurs. Voilà. Non, mais au-delà de ça, c'est que aujourd'hui, je commence à retrouver de quoi, on va dire, me sustenter, attendre entre 2 voyages en Asie. À chaque fois que je vais là-bas, je me gave pendant 1 semaine, 15 jours non-stop pour revenir là-bas et pour revenir ici. Et là, ça devient un peu des… C'est pas dire ça, c'est un peu méchant, mais disons que je ne retrouve pas vraiment ce que je cherche à chaque fois. Donc évidemment, je préfère… J'y vais. J'aime encourager ce type de commerce, mais je ne retrouve pas encore quelque chose de totalement satisfaisant. Les produits ne sont pas les mêmes, c'est clair. Le blé n'est pas le même, l'eau n'est pas la même. Le riz n'est pas le même. Le riz n'est pas le même. Et ça, peut-être qu'en Chine, on trouve encore des semences anciennes qu'on ne trouve plus beaucoup en Il y a des riz extraordinaires. Quand on va dans les campagnes chinoises et qu'on a la chance d'avoir du riz de récolte locale, c'est un rêve. C'est pas les mêmes terroirs. C'est pas les mêmes terroirs. Pour faire un parallèle très simple, c'est celui qui m'intéresse énormément aussi, c'est celui avec le vin. Tu peux prendre les mêmes techniques dans le monde entier, tu n'auras jamais 2 fois le même vin. Et heureusement pour le Bordelais, heureusement pour la Bourgogne, heureusement pour la France. Donc ça n'a pas le même goût. On parlait d'un simple poulet tout à l'heure. Eh bien, un simple poulet, fait de la même manière là-bas ici, ça n'a pas du tout le même goût. Le Hainanese chicken rice, il ne se transporte pas en Europe, c'est malheureux. C'est un plat emblématique. Voilà, ça ne se transpose pas parce que ce n'est pas les mêmes races de poulets qui ne mangent pas la même chose, qui ne boivent pas la même eau, etc. etc. Donc les problématiques de terroir, et c'est un bonheur dans la mondialisation, ne se transpose pas comme ça avec de l'argent ou en avion. D'accord, tout ne s'exporte pas donc, même si il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits et même s'il y a effectivement quelques très bonnes adresses chinoises à Paris. Alors ce sera le mot de la fin. Je vous remercie Sophie
et Wemming d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, comme apparemment il y a encore beaucoup de choses à dire sur le sujet, on fera peut-être un deuxième volet prochainement. Avec plaisir. Ce sera avec grand plaisir. Merci à tous les deux. Merci Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.